Aujourd'hui, à La Vie est belle, on reçoit un gars que j'ai vu débarquer sur le plateau de Salut Bonjour comme tout jeune débutant et qui est devenu le producteur exécutif de Star Academy, Jean-Philippe Dion. On passe une super belle heure ensemble. Et en passant, peu importe la plateforme où vous êtes, oui, vous cliquez évidemment sur s'abonner, s'inscrire pour avoir les alertes de tous les nouvelles épisodes, mais... Ce qu'on vous demande surtout, c'est de mettre des étoiles, des pouces en l'air et de faire des commentaires parce que les algorithmes de toutes les plateformes où on est font en sorte qu'ils disent « Ouais, le monde aime ça ». Ça va aider notre balado à se faire encore plus connaître. Bonne heure. Balado, épisode 14. Jean-Philippe Dion. J'étais le chef contenu des variétés de Star Academy, mais pendant les pauses publicitaires, je courais sur le plateau avec Julie avec ses souliers à talons hauts des mains. Mais moi, pendant plein de temps, il y a des gens qui pensaient que moi, ma job dans la vie, c'était de tenir les souliers de Julie Snyder. Il y a des grands boss à TVA qui me disaient « Ah oui, toi, t'es le gars qui tient les souliers de Julie. » Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Jean-Philippe Dion, salut! Bonsoir! Hey, ben oui, c'est vrai, parce que selon les heures d'enregistrement, il y a des gens qui ont réussi à avoir, genre à 10 heures le matin, s'ils ont une vie de fou après. Là, toi... Mais moi, je me lève le matin puis je dis bonsoir à mon chum. Là. Oui, puis moi, je dis joyeux Noël à l'année longue. Tu vois, c'est parfait. Hey, t'as un horaire de ce temps-là, toi? Aïe. Comment va la vie? Mais en plus, pour moi, c'était une petite année cette année parce que c'était une année où je n'anime pas. Donc pour moi, puis honnêtement, je me sens beaucoup plus libre, mais c'est juste que quand on fait de la production télé, là, on ne s'appartient pas. Puis ça, on dirait que ça fait 15 ans que je fais ça, puis je m'en rends pas encore compte, là. C'est qu'il y a toujours un enjeu, il y a toujours un problème, puis plus que tu produis des gros shows, plus qu'il y a des problèmes, plus qu'il y a des enjeux, puis plus que ta vie t'appartient plus. Parce que pour les gens qui disent « on le voit plus à Salut Bonjour, on le voit plus là, dans son chalet », c'est parce que monsieur est vice-président exécutif, exact, contenu. De Production Déferlante qui produit entre autres Star Academy cette année. Déferlante, on voit pas votre logo pantoute partout de ce temps-là. Non, c'est ça. Ça va vraiment mal, vos affaires. Ça va vraiment mal, puis la prochaine année, ça va être quelque chose parce qu'on n'a jamais eu autant de production que ce qui s'en vient dans la prochaine année. Fait que, les bulles! Je viens d'ouvrir les bulles. On célèbre. Ah, c'est parfait. Content de te rencontrer. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ça fait très longtemps. Il y a plusieurs années, Nadis Jaguer, je le dis toujours à l'envers, ça là, c'est une blague. J'étais comme un vieux de la vieille à Salut Bonjour. Oui, exact. Puis on a vu un petit cul arriver. Ouais. Et pour vrai, dans le temps, on s'est tout dit, voyons, il sort d'où, lui? Ouais. Personne me connaissait, c'était n'importe quoi. Tu sais, habituellement, on arrive dans des émissions comme ça. Tiens, voici ton verre. Pour les gens qui nous regardent sur YouTube, là, on est à Prove Arruda, on s'est lavé les mains, toute la vraiment. Puis il y a un plexiglas entre nous deux qui est là que vous ne voyez pas à la TV. Bon. Il y avait même une bouteille de Purelle dans l'escalier. Ben, pas le choix. C'est ça. Ben, on peut-tu boire? Ben, certain. Okay, parfait. Ben oui, c'est une obligation. Tu peux pas vivre un podcast à genre. Non. Fait que donc, il y a quelques années, tu débarques, puis pour vrai, on s'est regardé. J'aime tout ça. Non, mais c'est vrai pareil, parce qu'habituellement, tu sais, on s'entend, Salut Bonjour, c'est pas un petit show. Non. Fait que c'est pas une place où tu commences, c'est pas une place où les stagiaires sont bienvenus, à part être vraiment stagiaire derrière la caméra. Habituellement, tu sais, tu fais ton bac en com, tu fais ATM à Jonquière, tu fais de la radio à Sorel, après ça, tu t'en vas à Mistassini. Non, ben, tu manges tes côtes, tu fais 2-3 remplacements, puis là, soudainement, t'arrives, toi, le plafond du 10e étage s'est ouvert. T'as été téléporté sur la chaise 5 jours. Même pas le week-end, calvaire, là, lundi, vendredi. Ah ouais, ouais. Ah, ça commence pas pire, ça. J'aime ça. Même pas le week-end calvaire. C'est exact. Mais pour vrai, c'est ça que je me suis dit aussi, là. Même pas le week-end calvaire. Tu sais, c'est vraiment ça pour Comment vrai. tu t'es ramassé là? C'est drôle parce que j'ai tellement le souvenir pour moi. Tu sais, dans le village gay à Montréal, il y a un restaurant Cora, le Cora Déjeuner. Et c'est là, moi, que j'ai eu la proposition pour Salut Bonjour. Honnêtement, je pense que je suis jamais retourné manger là de toute ma vie. Mais ce resto-là... J'ai peur de revoir une autre proposition. Non, c'est ça. Non, mais c'était extraordinaire. Là, je suis sorti de là avec le sourire étampé d'en face. Mais j'en revenais pas. Puis je me disais, ben sacrifice, pourquoi il me propose ça à moi, tu sais? Pourquoi te l'a proposé? Mais honnêtement...
c'est aussi, ça représente vraiment bien ma carrière. T'sais. Moi, je suis souvent arrivé à des places où j'étais pas prêt à arriver. Mais après ça, j'ai travaillé une méchante shot pour être sûr d'essayer de livrer un peu ce qu'on s'attendait de moi, tu sais. Fait que ça a toujours été pas toujours dans le plaisir parce que je m'en voulais, je me trouvais pas bon. Tu sais, j'ai vécu ça là, plein de fois dans ma carrière. Puis dans ce cas-ci, en 2009, en fait, c'était les auditions de Star Academy. Donc, en 2008, j'ai animé avec Émilie Bégin la prolongation web. Fait que, c'était une émission sur le web après les auditions où il y avait Patrick Huard, René Angélil, puis tout ça. Puis c'est là... Donc, tu étais déjà dans l'écosystème de TVA, là. Oui, mais en fait, c'est que je travaillais, moi, derrière les caméras depuis des années avec Julie. Puis donc, je connaissais la gang de TVA, les patrons, je connaissais tout le monde. Puis Stéphane Laporte, à un moment donné, on cherchait un animateur pour animer la prolongation. Puis il me disait, hey, tu travailles sur le show, pourquoi c'est pas toi qui as fait? Puis j'ai fait, ben oui. C'est rien que sur Internet. Ben, c'est ça. C'est tout le temps ça qu'on dit, hein? Tu sais, comme la vieille mentalité. J'en ai fait une carrière, moi, de c'est rien que sur Internet. C'est ça, exact. Fait que finalement, je me suis ramassé là à faire ça. Il y a Pierre Tachereau, un patron à TVA, qui m'a vu, qui m'a ensuite appelé à un moment donné pour me dire « Hey, Stéphane Gonzalez, qui est à Salut Bonjour, quitte. On cherche quelqu'un. Ça te tente-tu de faire ça? » Puis j'étais comme « Hey, c'est parce que moi, là, le seul direct que j'ai fait dans ma vie, là, c'est les 9 prolongations web qu'on a faites l'automne passé. J'ai rien fait d'autre. Puis là, il m'a dit, garde, on va t'envoyer 2-3 fins de semaine à Québec pour essayer. Le week-end? Le week-end, exactement. Fait qu'ils m'ont envoyé faire quelques remplacements de Daniel Degnaud à l'époque. Puis finalement, je me suis retrouvé à la rentrée à Montréal à faire la chronique culturelle. Mais tu sais, honnêtement, ça n'avait pas de bon sens. Puis pour vrai, là, je serai toujours redevable à cette équipe-là dont tu faisais partie de l'accueil parce que c'est sûr que tout le monde devait se dire qu'est-ce que c'est ça? J'étais un chevreuil sur l'autoroute. Je me souviens que des fois, Gino, là, il me touchait un peu à la main en me disant « Calme-toi, là, ça va bien aller. » Hey, je savais même pas quelle caméra regarder. J'entrais en onde puis je regardais pas du bon bord. Faut-tu être épais, tu sais? Ah non, ben écoute, moi, à mon dernier show, je regardais pas le bon Kodak. T'en as fait une carrière. J'ai fait 18 ans, oui, j'ai fait une carrière. 18 ans de direct à Salut Bonjour, à jamais regarder le bon Kodak. Parce que la petite lumière rouge que tout le monde, tu sais, tout débutant, le jour 2, comprend les lumières. Moi, chevreuil jusqu'au dernier jour. Pas capable de regarder le bon Kodak. Jamais. Non, mais puis on nous parle dans l'oreille en plus à Salut Bonjour. Hey, c'est beaucoup d'apprentissage, là. Tu sais, t'es pas réveillé le matin, t'es poqué, t'as vu un spectacle, t'es couché tard. Puis là, en plus, il faut que tu regardes la petite lumière rouge, qu'on te parle dans l'oreille, t'as Gino qui te parle à côté. Hey, moi, là, au début... Ben, tu vois, c'est là où on est différent. Puis on va aller vers ton Nova. Okay. Une des particularités du balado, c'est que je demande aux gens de remplir un petit questionnaire. C'est leur test psychométrique. Hey, c'est tough, ça. Ben oui, c'est tough. Parce que c'est pas de la petite bière, là. C'est une grande science. Il y a des compagnies qui embauchent leur VP, leur dirigeant basé sur ce profil-là. Mais moi, ça, c'est le genre d'affaires que moi, je suis trop... On dirait que je suis pas capable assez de choisir dans la vie pour être bien heureux de remplir un questionnaire comme ça parce qu'il y a trop de choses que je fais. Oui, mais moi, c'est un peu ça puis un peu ça, tu sais. J'avais de la difficulté, c'était ça. C'est parce que tu es prudent, réfléchi, rigoureux, perfectionniste. T'arrives là-dedans puis là, tu fais « Oh my God, il faut que je le fasse comme du monde. » Parce que les gens pensent que c'est un examen. C'est pas un examen, c'est une personnalité. Il n'y a pas de bonne réponse. Vous êtes tantôt, on va jaser de maladie mentale. Puis il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a des différences. C'est ça. Fait que toi, t'es toi, moi, je suis moi. Et là où on est très différents, c'est que toi, t'as du bleu. Le bleu, ça change rien. C'est quoi le bleu, c'est la conformité. Donc, le bleu, c'est des gens que je disais, qui aiment et qui sont bien dans un univers. Tu sais, ils sont prudents, réfléchis, ordonnés. T'es pas tête brûlée. Tu vas pas prendre une décision pour faire n'importe quoi. Non, ça, c'est sûr que non. Ouais. Ben, moi, j'en ai pas de bleu. OK. Oh, je suis un méchant rebelle kamikaze, là. Oui, je comprends. Fait que toi, tu regardais la lumière rouge parce qu'on te demandait de la regarder et dans ta tête, c'était impossible de pas regarder. Non, effectivement, ouais. Moi, rapidement, j'ai eu une discussion avec le réalisateur. Lui, il disait, tu regardes pas la lumière. Je sais, c'est moi qui mène. Quand je regarde pas le bon Kodak, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas le choix de te prendre avec l'autre caméra. Parce que moi, c'est par là que je veux regarder. C'est ça, suis-moi. Et je me rappelle d'avoir dit à un réalisateur, les réalisateurs là, qui font, parce qu'il y en a qui veulent avoir le papier, tu vas regarder là, une game de hockey, ils mettent 5 Yoshi, non? Ben non, c'est ça. La POC à part par là, suis-moi. Ben oui, fait qu'on va avoir du fun pendant 8 minutes. Puis, fait que moi, j'ai fait des parties de hockey à jamais regarder le bon Kodak. T'avais quel âge, toi, quand t'as fait ça? J'ai commencé à Salut Bonjour en 98, j'en ai 52, je suis rentré là à peu près à 30 ans, grosso modo. C'est ça, mais moi, j'étais pas mal plus jeune que ça, tu sais, j'étais dans mi-vingtaine, fin vingtaine, pas mal plus, finalement pas tant plus jeune. Et moi, je suis arrivé à Salut Bonjour avec 10 ans de métier. C'est ça. Moi, j'ai fait vidéo, oui.
J'ai fait 800 heures de télévision directe avec la télécommande dans les mains, à expliquer au monde comment ça marche. Voyons donc, Ouais, vidéo, oui. Non, mais attends, mais c'est parce que là, tu fais de la TV, puis les techniciens syndiqués, ils haïssent tellement leur job, puis le contenu est tellement pas bon, parce que c'est plate ce qu'on dit, que tu as une intervention de 8 minutes, puis le technicien là, qui est derrière, tout seul dans le studio, il part. T'es live à la TV, t'es tout seul dans le studio. Il faut que tu regardes l'heure pour dire, bon, ben, je vais finir mon intervention. À 3, 2, 1, tu marches dans le vide, il faut faire ton walk-out de la caméra. Fait que c'est le même qu'on commence les métiers d'habitude. Puis toi, l'enfant de chienne, ah ouais, let's go. On rouvre le plafond du 10e, moi, t'as la TVA, puis le gros siège. Ouais, mais tu sais, mais ça, pour vrai, tu sais, ça paraît que j'ai eu cette job-là sur un plateau d'argent, mais c'est parce que je m'étais farci, moi, pendant 10 ans avant ça, des Star Academy, des DVD de Céline à travers le monde, tu sais, j'avais tout fait ça, là. Fait que, tu sais, oui, j'avais pas d'expérience en ondes, mais j'avais un carnet de contacts énorme pour quelqu'un de cet âge-là puis de cette expérience-là. J'avais travaillé avec à peu près tout le monde dans l'industrie de la musique. Je connaissais les agents, je connaissais tout le monde. Fait que, tu sais, mon expérience n'était pas devant, elle était derrière, mais elle me servait. Ouais. Parce que comme chroniqueur culturel, moi, j'étais arrivé, puis je me souviens, j'avais dit à Gino, vraiment un front de bœuf, là, j'avais dit, là, il faut arrêter que Salut Bonjour, là, raconte les nouvelles qui sont dans les journaux le matin, il faut qu'on crée la nouvelle, Gino. Puis il m'avait dit, oui, c'est beau le jeune. C'est beau. Ouais, quand tu dormiras pas pendant comme 3 mois, que c'est l'hiver qui fait moins 40, là, tu vas être bien content de regarder la nouvelle dans le Journal de Montréal le matin puis de la raconter dans ta chronique. Ben, à un moment donné, je me suis assis un peu, mais pour vrai, je me suis fait rencontrer à Salut Bonjour par la productrice qu'on nommera pas, mais qu'on connaît tous. Puis elle m'avait dit, toi, ton problème, là, c'est que tu travailles trop. Et j'ai dit, ouais, mais c'est comme ça que j'ai fait ma carrière. C'est sûrement pour ça qu'on m'a embauché pour être ici. Elle m'avait dit, c'est ton problème. C'est ton problème. Puis elle m'avait dit, veux-tu changer parce que je te demande pas de travailler autant. C'est ça, exact. T'es ton ennemi. Non, mais en fait, c'est que j'étais en train de rendre fou aussi les gens autour de moi. Parce que Isabelle Boulris, qui était la recherchiste, exactement, était à bout des nerfs. Parce que moi, je faisais des entrevues interminables avec mes invités. Je voulais faire des concepts de reportage, puis tout ça. Puis c'est drôle parce que j'ai retrouvé Isabelle quand je suis arrivé à la radio, à Rythme FM. C'était ma même recherchiste. Avec elle. Puis elle me regardait en disant, ouais, mon burn-out. Exactement, je pensais m'en être sorti. Puis finalement, on s'est parlé parce que j'ai dit, tu sais, Isabelle, je suis plus le même gars maintenant. Tu sais, à l'époque, j'avais tellement besoin de faire mes preuves, puis j'avais tellement besoin de montrer que j'étais capable, puis tout ça, que j'en faisais ben trop. Puis à un moment donné, c'est vrai que, tu sais, il y a une limite. C'est bon de travailler, c'est bon de topper les objectifs, puis de les dépasser aussi, mais arrête là. Tu sais, à un moment donné, c'est correct. Il y a aussi des limites dans les contraintes de la production. Exact. Salut Bonjour, c'est un gros show, mais il n'y a pas 20 millions de personnes qui travaillent là-dessus. Ce que tu l'as dit, tu avais une recherchiste. C'est une quotidienne. Puis tu as le droit à un monteur vidéo. Fait que les gens comprennent. Dans la journée, on peut toujours patenter des affaires un peu pour le lendemain, mais essentiellement, c'est à 3 heures du matin quand les bars ferment, la shop à rouvre. Et là, on fait des montages vidéo, mais à 9 heures, c'est fini parce que le show est fait. Fait qu'il faut que tout ce que tu présentes en ondes, ça rentre dans la machine à saucisses parce que sinon, Non, puis moi, comme producteur ou comme chef recherchiste que j'étais avant, mon but dans la vie, c'était de travailler de façon de longue haleine sur des projets, donc de prendre, mettons, 1 an pour travailler un Star Academy, tu sais. Mais là, j'arrivais où c'était de l'instantanéité. Salut, bonjour, c'est ça, là, tu sais. À 9 h, la caméra ferme, on a oublié tout ce qu'on vient de dire, puis on repart ça demain matin. Ah non, la vie est un perpétuel deadline. Exactement. Tu l'as dit, à 9 h, là, on repart dans le vide. Demain n'existe pas. Il faut tout réinventer la roue. Puis je me disais, moi, j'ai fait une entrevue, je suis fier, mais plus personne s'en rappelle le lendemain. C'est quoi ta prochaine? C'est ça, exact. Qu'est-ce que tu fais demain? C'est ça. Mais ça, c'est dur. Là. T'es arrivé à Salut, donc, avec cette espèce de désir de machine-là, mais t'arrivais d'une locomotive qui est Star Academy. Puis, je veux dire, pas un secret pour personne, on l'a tout vu. Je veux dire, la première cuvée, les premières années de Star Academy avec Julie puis Stéphane, où ça avait l'air à rouler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si ça prend un hélicoptère puis une ambulance, tabarnak, pour aller porter la cassette, on va y aller. C'était ça ton école, toi? Ben oui, moi, j'ai déjà demandé à une équipe technique de faire un héliport en à peu près 30 minutes avec des branches de sapin pour faire atterrir l'hélicoptère de Patrick Bruel. Là, c'est comme... Tout ce que tu peux imaginer, je l'ai fait, je l'ai demandé, je l'ai réalisé parce qu'on me l'a demandé, tu sais. Fait que c'est ça. Il n'y a pas grand-chose qui me fait peur, je te dirais, en télé. Là. Ouais. Fait que tu as commencé, dans le fond, ta carrière en étant puis je le dis pas méchamment, mais en étant le go-getter. Vraiment. C'était ça, là. Vraiment. Et moi, il y a des gens, tu sais, j'étais le chef contenu des variétés de Star Academy, mais pendant les pauses publicitaires, je courais sur le plateau avec Julie avec ses souliers à talons hauts des mains parce qu'elle aimait mieux porter des gougounes pendant les pauses. Mais moi, il y a pendant plein de temps,
temps, il y a des gens qui pensaient que moi, ma job dans la vie, c'était de tenir les souliers de Julie Snyder, tu sais. Puis il y a des grands boss à TVA qui me disaient « Ah oui, toi, t'es le gars qui tient les souliers de Julie. » T'es l'habilleur de Julie. C'est ça, mais j'avais fait arriver des artistes internationaux, puis j'avais booké des profs, puis on avait organisé 1000 affaires, mais tu sais, dans la tête du monde, c'était ça. Parce que je disais oui à tout, tu sais. J'ai déjà lavé l'équipement d'allaitement de Julie Snyder, là. Tu comprends? Tu sais, parce que j'étais prête à tout. Mais sur une prod, c'est ça un peu aussi. Oui, là. exact. T'as deux gars. Sur une prod avec Julie Snyder, tu comprends? C'est pas sur une prod avec tout le monde. Et là où tu peux suivre, c'est que si on revient à ton Nova, t'as du bleu, donc t'es ordonné, rigoureux, perfectionniste, mais de l'autre côté, t'as du rouge en calvaire. C'est quoi le rouge? Le rouge, c'est la dominance. Directif, déterminé, exigeant. Ah ouais, on y va. Fait que c'est du gaz, du rouge. Fait que, pas mal. Fait que là, conforme, directif. Fait que si on te donne... c'est parce peur. Non, mais c'est logique. Fait que si on te demande à toi, construis-moi un héliport en 30 minutes, on va je vais t'en construire un en 30 minutes. C'est ça, ça va marcher. Avec un petit peu de sang, c'est mûr? Non, pas tant. Non, pas tant. Non, puis ça, pour vrai, c'est la limite que moi, je me suis imposée dans la vie. C'est qu'on peut faire les choses avec du fun. Puis j'ai vécu donc des productions, j'ai vécu des années où j'en avais pas de fun parce qu'on était juste là-dedans. Puis ça, moi, cette coupure-là, elle a été faite à partir du moment où j'ai volé de mes propres ailes. Là. Moi, j'ai le goût qu'on ait du fun dans mes équipes. Puis en ce moment, on produit un Star Academy. Puis c'est le fun. On a du fun, on rit, on s'amuse, on se prend pas à tête, on fait bien les choses, on est rigoureux, mais on a vraiment du fun. Puis j'ai choisi aussi des gens. C'est ça aussi la beauté quand t'es producteur, là, c'est que tu t'entoures d'une équipe avec qui tu as envie de travailler. Puis moi, j'ai choisi du monde hyper compétent, mais bien le fun aussi, drôle, allumé. T'sais. Fait que là, j'ai devant moi un gars qui a confiance en lui, groundé. C'est arrivé quand? Ben, tu sais, le syndrome de l'imposteur, on commence, on n'est pas sûr. Puis un matin, tu te lèves, c'est OK. Mais moi, en fait, le problème, c'est que j'aime ça avoir mal, pas avoir peur, mais... C'est comme un sadomaso de la TV, exactement, de la production. Mais je doute beaucoup. Fait que, tu sais, mais en même temps, ce doute-là, il me fait peur, puis ça m'excite un peu. Fait que, tu sais, c'est tout le temps ça. Tu sais, moi, je me souviens qu'à La Vraie Nature, par exemple, on a eu le mandat de produire cette émission-là, genre le 12 mai. Il fallait qu'on tourne le premier show, mettons, le 14 août. T'sais, on n'avait pas de chalet, on n'avait pas revisité le concept, les droits n'étaient pas achetés, il n'y avait rien de fait. Là, fait que ça a été la folie totale. Puis je me souviens, là, au mois de juillet, j'ai dit à un moment donné à Benoît Clermont, qui est le président de Déferlante, j'ai dit, tu sais, là, il va falloir que tu appelles à TVA puis dire, ça n'arrivera pas. On ne le fera pas. Ça ne se pourra pas. Puis il m'a dit, ben oui, encore. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Là. Je doute, mais en même temps, je suis capable de faire arriver les affaires d'un délai. Ben parce que dans la vraie vie, on va rajouter une autre couleur dans la palette. Il y en a 4. Hein, pas vu. T'as du vert. Mais tu as du vert comme à peu près à 50%. L'espoir, le vert? C'est parce que à ton niveau de vert, tu es ouvert au changement. Tu préfères un rythme calme, détendu, stabilité, harmonie. Ça, c'est ton X. C'est là-dedans que tu es bien. Ça te parle? Ben oui, c'est drôle parce que j'aime un chaos organisé. T'sais, j'aime ça quand c'est un peu la folie, quand ça bouge puis tout ça. Ton rouge est content. Mais moi, puis j'ai besoin de tableau Excel pour qu'on s'ordonne les informations. La conformité, organisée. Oui, un pas de bleu comme moi, je veux rien savoir d'un fichier Excel. J'ai eu des associés toute ma vie qui ont géré l'Excel pour moi. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai besoin qu'il y ait du monde qui s'organise, puis j'ai besoin d'être organisé, puis d'avoir des méthodes de travail, puis tout ça. Ouais. Fait que là, on va rester sur la ligne du chalet. On est au printemps. Ouais. C'est quoi la genèse? Qui a regardé la TV ailleurs pour voir ça? Qui a été dans un salon à quelque part pour dire « Hey, ça, c'est bon! » C'est un recherchiste, en fait, qui travaillait avec moi sur Accès illimité, qui s'appelle Bertrand Exercier. Puis ce recherchiste-là est français. Puis donc, lui avait vu cette émission-là en France. Il m'avait dit comme « Hey, tu devrais regarder ça. Tu sais, je trouve que ça te conviendrait bien. » Puis j'étais comme « Ouais, mais tu sais... » Je sais pas, je me disais, je regarderais. Il voyait l'animer. Oui, exact. Mais tu sais, moi, j'avais pas tant porté attention à ça parce que d'un, je cherchais pas une nouvelle émission. J'étais dans Accès limité puis tout ça avec Anouk. Puis là, finalement, je suis parti en Europe. Puis un peu un lien avec Accès limité. Accès limité, c'était justement de rencontrer des gens, de les suivre, d'aller en dehors du c'est quoi le linge qui t'habille, c'est quoi le nom de ton coiffeur, c'est quoi ton blond. Exactement. En fait, puis dans Accès limité, c'est qu'on allait à la rencontre du monde. Là, à La Vraie Nature, c'est les gens qui viennent à ma rencontre dans mon chalet, entre guillemets. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que finalement, ce gars-là m'en avait parlé. Après ça, je suis parti en France 2 semaines après pour faire un reportage pour Accès limité. Puis un réalisateur québécois qui travaille en France depuis comme 20 ans, qui travaillait sur la première saison de
de la parenthèse inattendue en France, qui est le concept de la vraie nature, puis qui m'a dit, hey, tu sais, on a parlé un peu de ce qu'on faisait, on travaillait avec les mêmes équipes, puis il m'a dit, tu m'enverras des vidéos de ce que tu fais toi au Québec. Fait que j'ai envoyé des vidéos d'accès limité, puis il m'a dit, tu devrais regarder la parenthèse inattendue, c'est fait pour toi. J'étais comme, voyons donc, les 2 personnes en 1 mois qui me parlent de ce show-là que moi, j'avais jamais entendu parler de toute ma vie, tu sais. Fait que j'ai fait play sur YouTube. J'ai regardé, il y avait comme un recap d'un épisode là, qui durait, mettons, je sais pas, 7-8 minutes. J'ai juste regardé ce recap-là. J'ai fermé mon ordi, puis j'ai écrit à Benoît, mon partenaire d'affaires, puis j'ai dit... Pour vrai, c'est ça que je veux faire l'année prochaine, tu sais. Puis là, il m'a dit, OK, mais c'est quoi ça? J'ai dit, je t'expliquerai quand je vais revenir à Montréal, tu sais. Je suis revenu, on est allé le pitcher, puis on l'a vendu le show. Et puis, tu sais, honnêtement, on l'a vendu, mais je pense pas qu'à TVA, ils sentaient que c'était pour être un grand succès. Tu sais, je pense que c'était comme, oui, c'est beau, Jean-Philippe, là, tu vas arrêter de nous fatiguer, que tu vas avoir un nouveau projet. Fait que c'est correct, là, on va t'en acheter comme 6 épisodes, puis ça va être ça de l'année prochaine. Tu vas être contre tout le monde en parle, tu vas manger à voler. C'est ça, ça marchera pas, puis c'est pas correct, mais au moins, tu auras de la job, tu sais. Fait que, OK, parfait. Puis finalement, on a envoyé le premier montage. Ils nous ont recommandé genre 4 épisodes. J'ai envoyé le deuxième montage. Ils nous ont recommandé 3 épisodes. Puis tu sais, à un moment donné, c'est nous, la première saison, qu'on a fait, OK, là, on peut pas en faire plus, là, tu sais. On part un show, ça fait 4 mois qu'on travaille comme des débiles, là, tu sais, on va arrêter ça, là. Fait que finalement, on a fait ça. Ça a été un beau succès la première saison. Puis là, on enchaîne. Un succès, je sais pas, là. C'est rare des émissions qui ont des signatures. Puis ça, c'est un show signature. Il est tout seul dans sa boîte, ce show-là. Ouais, vraiment. Ouais. Que les artistes arrivent, on a en tête plein de gens là, qui sont dans le bois. Une valise, puis c'est ça. Ah, chaloupe, calvaire, toi. Mais tu sais, la vraie nature, c'est l'accumulation, encore là, de mes amis que j'ai rencontrés dans les dernières années dans ce métier-là, que j'ai appelé, puis qui ont fait, oui, go, on embarque dans cette folie-là de 3 mois pour créer ce show-là. Puis ils ont tout embarqué, puis chacun est arrivé avec des trucs. Les réalisatrices formidables qui avaient en tête cette espèce de signature-là qu'on voulait. Chloé, qui est une formidable réalisatrice avec qui je travaille, puis qui elle a un chalet dans le canton de l'Est comme moi, puis on aime les mêmes vieilles antiquités, puis j'ai dit, tu sais, ce qu'on aime, là, c'est ça qu'on va faire, tu sais. OK, fait que ça vient de toi, le côté Pinterest de la patente. Là. De moi, mais de plein d'autres personnes. Puis, tu sais, la directrice artistique, Danielle Labrie, qui est une fille extraordinaire, qui a des idées de fou, puis qui est arrivée là, puis elle, Danielle, c'est comme une artiste, tu sais, puis tout le monde trouve ça compliqué parce qu'elle a des idées, elle change, puis ça. Mais genre, elle se promène nu-pied dans le chalet, puis là, elle sent les affaires, puis là, elle sent la vibe, puis là, elle couche là avec son chum, puis là, ils font de la patine sur les murs, puis tu sais, comme... Mais moi, j'aime ça, travailler avec des artistes comme ça, c'est ça qui me fait triper. Mais vous avez remis à la mode les vrais chalets. Dans les dernières années, les chalets, c'est des maisons Bonneville mis sur le bord d'un lac. C'est ça. Là, le vrai chalet old school, avec des affaires qui marchent pas, du dépareillé, pas 2 chaises pareilles. Vous avez créé un buzz là, au Québec. Oui, mais ça, c'est beaucoup elle aussi, tu sais, cette directrice artistique-là, puis que j'ai écouté, puis j'ai fait, hey, ce que tu dis, c'est pas mal ça, puis moi, c'est ça que j'aime, tu sais. Puis elle m'a dit, tu sais, c'était drôle parce que la direction qu'on s'était donnée, elle m'avait dit, faut que ce soit comme, en fait, ça, c'est peut-être elle ou le Frédéric Lopez, l'animateur français, qui m'avait dit, faut que ce soit comme le chalet de ta grand-mère, puis tu sais, un chalet familial que, mettons, il y a une première génération qui est arrivée, qui a mis des livres dans la bibliothèque, une deuxième génération qui est arrivée, qui a mis des livres, une couple de vieux bibelots, une autre génération qui est arrivée. Il faut que ce soit comme de la déco par strate, par couche. Puis tu sais, je trouvais ça vraiment brillant, puis c'est ça qu'on a fait, tu sais. Fait que dans le chalet, c'est pas un décor, là. C'était un vrai chalet avec des vieilles affaires qu'on avait achetées dans des ventes de garage à 2 piastres et quart, des cochonneries. Les divans qu'on est assis, là, à 3e saison, je me suis un peu tanné, puis là, j'ai dit, là, je suis tanné d'être assis dans une affaire que j'ai un spring dans le derrière. Tu sais, dans la grange, là, moi, je me relève de là, j'ai le dos plié, je suis raqué, je suis mal, je suis assis sur une planche de bois avec un vieux coussin dégueulasse. Mais c'est beau! Mais c'est beau, mais c'est vrai en même temps, puis ça nous garde un peu on the edge, tu sais. Parce que si t'es trop confortable, puis tout ça, ben, à un moment donné, tu finis par t'endormir, par t'effoirer. Mais dans ce chalet-là, c'est pas ça. Est-ce que dans la formule française, il y a cette arrivée-là, dans une espèce de chaloupe? OK, la chaloupe, ça vient d'eux autres, là. Ça vient d'eux autres, c'est magnifique de déstabiliser. C'est brillant comme idée. Oui, mais toutes les idées là-dedans sont d'avoir une intelligentes. mégastar, être pogné. C'est payant, là. Puis, tu sais, en fait, la barque, là, tu sais, c'est ça qui est intéressant quand tu fais de la télé, c'est d'analyser les éléments d'un
d'un format. Mais la barque, en fait, oui, c'est drôle pour le téléspectateur, mais ça sert juste à tirer à plug pour l'invité. Donc, l'invité, c'est vraiment la cassure entre sa vie d'avant et ce qu'il va vivre. Parce que là, il oublie. Il oublie qu'il a laissé sa femme la semaine d'avant. Il oublie que son enfant, il a raté son examen de mathématiques il y a 2 jours. Son show n'est pas renouvelé. Que son show c'est ça. Parce que là, il est juste dans sacrifice. J'ai pas défait la corde après le quai. J'ai pas, je sais pas comment ramer. C'est parfait. C'est vraiment bien fait. Puis il y a souvent des invités qui arrivent hyper nerveux. Là. Ils sont super nerveux sur le quai avant de partir. Une fois qu'ils ont fait la barque, tout va bien. Ils arrivent au chalet, ils s'assoient, ils mangent des peanuts, puis la vie est belle. Et en même temps, ils te voient arriver. Dans le scénario, tu arrives toujours du marché, de la voisine, t'es des œufs. C'est nous autres, on s'amuse, on trouve ça bien drôle, là, ça nous fait bien rire d'inventer ça. On le sait pas que t'es derrière la Kodak en attendant pantoute. On est bien niaiseux à la maison. Là, mais ça fait un job. Et c'est fascinant comment rapidement, clairement, tu mets ton monde, puis tu l'as fait avant avec Accès Limité, hyper à l'aise. Puis là, je retourne dans ton Nova, puis moi, je reçois l'affaire, c'était comme un graphique coloré, puis là, ça parle des motivations de la personne. Okay. Parce que la motivation, c'est ça qui drive un humain. Beaucoup. Fait que tu peux avoir l'esthétique, l'utilitaire, le cognitif. Toi, ta motivation numéro 1, c'est l'altruisme. Donc, c'est l'humanisme, donc toi, servir pour autrui, avoir envie que ce qu'on fait là, ça peut-tu servir, Calvaire? Ouais. Mais je suis un peu là-dedans. Je suis un peu là-dedans. Puis ça, honnêtement, je ne l'avais pas au début de ma carrière. Au début de ma carrière, je faisais du divertissement pour faire de la télé qui Mais tu avais cette motivation-là en toi, mais tu faisais du clown parce qu'il faut faire du clown à la TV. C'est ça, mais honnêtement, je l'avais en moi, mais je ne savais pas que je l'avais en moi. Okay. C'est à un moment donné, justement... Moi, il y a eu un switch. Vraiment, quand j'ai fini Accès Illimité, là, j'aurais pu mal virer. Là. J'aurais pu faire comme hey, moi, je veux plus faire ça. J'étais brûlé, j'étais fatigué. J'étais tanné aussi d'être dans des coulisses de spectacle. Puis, comme d'être tout le temps. Accès Illimité, pour vrai, là, c'est une des émissions les plus difficiles que j'ai faites dans ma vie. Là. On était toujours en voyage. Ça paraissait super glam, mais on était toujours en train de se promener en décalage horaire. On était dans des conditions. Des fois, là, je pouvais passer une journée puis je posais 2 questions parce qu'un artiste est en train de créer une chanson. Fait que moi, j'étais assis dans l'escalier et j'attends. C'est ça, puis il fait frette, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, les gens vont dire, hey, pour vrai, il y a des choses pires que ça. Et je suis vraiment d'accord. Non, mais quand même. Que ça, mais c'est ça. Fait que je savais pas où j'étais pour aller, qu'est-ce que j'étais pour faire. La vraie nature est arrivée. Puis là, j'ai fait, hey, moi, en plus de ça, j'ai besoin de me servir de mon métier pour passer des messages, tu sais. Puis ça aussi, je le dis vraiment franchement, là, ça vient aussi de Julie Snyder qui utilise aussi beaucoup son métier pour passer des messages, la fécondation in vitro. Bon, puis j'avais travaillé avec elle sur ces dossiers-là. Moi, je me suis retrouvé à écrire un mémoire de maîtrise sur la fécondation in vitro assis sur une table d'un médecin à Québec dans un hôpital parce que Julie m'avait demandé de travailler avec le médecin. Tu sais, en tout cas, bref. Fait que tout ça me rentrait dans la tête de me dire, c'est vrai que ce métier-là peut nous servir aussi à passer des messages. Puis moi, ça a été la santé mentale. Puis c'est à la dernière saison d'Accès Illimité qu'est né Bye. En fait, le documentaire que j'ai fait avec Alexandre Taillefer sur la détresse psychologique chez les jeunes. Puis là, ça m'a confirmé que j'étais à la bonne place dans la vie. Puis je pense que ce documentaire-là a teinté la vraie nature aussi, où j'ai compris que ces conversations-là sont pas anecdotiques. Ces conversations-là qu'on a dans le chalet servent aussi à ce qu'il y ait des gens à la maison qui fassent « Hey, moi aussi, je suis comme ça. » Puis quand on se compare, on se console. Fait que c'est un peu ça qui est mon idée. Ben, je pense que les gens ne comprennent pas c'est quoi le rôle d'un producteur. Parce que souvent, un producteur, on pense que c'est le véreux qui gère du cash, puis qui fait du cash. Moi, je suis plutôt le véreux qui dépense. Il dépense beaucoup de cash. Tu sais, quand j'ai fait le documentaire avec Alexandre, fait que t'es d'origine du contenu, fait que t'es un boss de contenu. Exact. Ben, puis, tu sais, avec les années, je suis devenu producteur exécutif aussi. Donc, tu sais, ultimement, en fait, c'est tout. Là. J'analyse le budget, je vends le projet au diffuseur, je vais ensuite organiser l'équipe, je vais trouver l'idée. Mais tu sais, évidemment, c'est pas tout moi, tout ça. Là, c'est fait en équipe. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est vraiment comme d'être le pilote d'avion, le capitaine de bateau d'un projet, puis de se rassembler, puis d'amener tout le monde dans une même direction. Ben, c'est sûr que quand tu arrives dans un projet comme l'émission que l'émission. La vraie nature. Le documentaire, non, avec Alexandre. Ouais. Ta deuxième motivation, c'est l'idéologie.
T'es un idéologique. Fait que toi, tu roules sur un système de valeurs. Si une cause te tient à cœur, regarde, tassez-vous de là parce que papa, avec ton rouge, il va y aller, puis je suis confiant, fait que ça va se faire de même, puis on va l'avoir, la cause. Et puis tu cherches à améliorer la vie dans sa globalité. Fait que si, comme producteur, tu tombes sur un show. Alexandre a eu le meilleur des prods là-dessus, c'est sûr, là. Ben oui, puis je sais pas, oui puis non, parce que tu sais, en même temps... bon, mais toi, t'étais sur ton X là-dessus. Ben, j'étais sur mon X parce que le sujet me touchait, parce que j'avais envie de faire ça. Après ça, j'ai travaillé avec un super producteur au contenu, Matthew McKinnon, qui a travaillé avec moi, puis qu'ensemble, avec un réalisateur, Fred Nassif, puis tu sais, on a comme avancé ensemble, puis surtout, tu sais, je suis tombé sur Alexandre Taillefer, là. Ah oui. Honnêtement, j'aurais bien moi, voulu faire un documentaire sur la santé mentale chez les jeunes, ça aurait jamais eu les mêmes répercussions si j'avais été tout seul par rapport à Alexandre qui arrive dans ce projet-là. Parce que lui, il porte avec son histoire. C'est hallucinant où lui challenge les jeunes, mais c'est parce qu'il est placé pour challenger. Et lui, il a une liberté de mots et de paroles que toi et moi, on n'a pas. Là. On n'a pas le même vécu. Là. Dans ce genre de projet-là, où je sens que ma tête de cochon peut servir, c'est par exemple Alexandre, à un moment donné, je pitch, je pars avec mon petit bâton de pèlerin, puis je lui pitch ce projet-là. Puis c'est toi qui t'es le frappé à la porte? Ouais. OK. J'avais jamais rencontré. J'avais vu. Alexandre, c'est un entrepreneur qui aurait pu dire OK, moi j'ai envie de faire ça parce que je veux. Je croyais que ça originait de lui. Non, puis tu sais, je vais toujours me souvenir de cette image-là. Là, j'ai écrit à son assistante pour avoir un rendez-vous avec lui. Là, j'ai un rendez-vous. Et là, moi, j'étais nerveux, je suette partout. Puis j'avais vu en fait son entrevue à Tout le monde en parle où il avait raconté le décès de son fils, Thomas. Puis là, ça m'avait vraiment beaucoup, beaucoup touché. Puis là, donc, j'ai écrit. J'ai eu un rendez-vous. Puis je suis allé le rencontrer pour lui. Il est accessible, il répond tout le temps. Vraiment. Très, très, très chic type. Vraiment. Puis je suis allé donc dans son rendez-vous, à ce rendez-vous-là, dans son bureau. Il y avait ses grosses lunettes noires. Puis ça m'impressionnait, les grosses lunettes noires. Il a pris un petit... Il y a un charisme, le maudit, quand tu le rencontres en personne, il dégage. Vraiment. Ben, il dégage. Tu sais, il est brillant, cet homme-là. Là. Puis là, il a pris un petit carnet de feuilles blanches. Puis il a pris un petit crayon. Puis là, il m'a dit oui. Genre, qu'est-ce que tu veux, tu sais? Là, j'étais comme OK. Fait que là, je suis parti, j'ai expliqué mon histoire. Fais ton pitch, je prends des notes. C'est ça. Puis là, je voyais dans son visage les émotions qui montaient, puis tout ça. Puis il m'a dit OK, c'est bon. Il dit je veux pas que ce soit vu par 50 000 personnes. Là. Si je fais ça, c'est parce que je veux que ce soit vu. J'ai dit parfait. Parfait. Je te confirme. T'sais. J'avais aucune idée où on était pour aller avec ce documentaire-là. Puis ça. Puis j'ai appelé à Radio-Canada. Radio-Canada l'a pris super rapidement. Puis après ça, pendant le travail là, où on a commencé à préparer l'histoire, puis bon, tout ça, Alexandre, il nous a rappelé pour dire hey, finalement, je le sens pas. Ça va être trop dur pour ma famille. Puis je pense que c'est pas une bonne idée d'aller là. T'sais. Mais c'est là que moi, ce genre de situation-là fait comme OK, je savais que c'était bien de faire ce documentaire-là. Pas que c'était bon pour moi en tant que producteur, mais je savais que pour la société... Pour le sujet, la cause. Exactement, il fallait le faire. Fait que, tu sais, après ça, il fallait que je trouve la façon de le faire pour que Alexandre et surtout sa femme puis sa fille soient bien là-dedans, tu sais. Fait que je suis allé repitcher la patente, tu sais, puis lui reproposer, puis lui reparler au téléphone. Puis là, il a dit « OK, c'est beau, j'embarque, puis là, on n'en reparle plus. C'est go. » Et puis un gars comme Alexandre Taillefer passe sa vie à avoir des pitchs. Exact. Parce que, bon, il est un dragon, puis il rêve. Donc, les gens passent leur vie à l'achaler, en guillemets. Là, hey, Alexandre, j'ai une idée, on va faire il est sollicité à la journée longue. Fait qu'il a fallu que tu arrives avec... Ouais, mais tu sais, en même temps, je pense qu'il y a eu confiance. Puis tu sais, je pense que c'est une affaire de personnalité aussi. Tu sais, moi, j'arrive, puis tu sais, je suis pas le meilleur vendeur, là. Tu sais, je bégaye un peu, je suis un peu stressé. Tu sais, je vais pas utiliser nécessairement les bons mots. Puis tu sais, je vais pas être le meilleur non plus pour le flatter puis dire à quel point je le trouve bon. Tu sais, je suis pas très bon là-dedans. Mais c'est ça, mais je pense que c'est ça qui fait que ça marche, c'est que les gens ils me trouvent vulnérable peut-être. Puis ils se disent, hey, on va l'aider, le petit, je sais pas trop. Tu sais, surtout, si on est sur tes valeurs, tu sais, c'est clair que si tu m'aimes parler d'une affaire de même que de l'altruisme dans le tapis puis l'idéologie dans le plafond, ben t'es pas là pour dire OK, m'en faire 83 000 enfin. Non, c'est ça, tu fais pas ça pour faire l'argent. Là, non. Puis encore, moi, du documentaire au Québec, faire du cash. T'es là pour faire rouler la boîte, faire travailler du monde, mais faire travailler les bonnes personnes sur le bon projet, puis véhiculer un message, puis pousser la femme. Parlant de véhiculer le message, on en a fait un clin d'œil. La maladie mentale, c'est quelque chose qui te touche. Énormément, puis depuis quelque temps, on te voit sortir là, de plus en plus pour en parler. Ça part d'où
pour les gens qui n'ont pas suivi. Ça part ça part de ma naissance, ça part du jour 1 de ma vie. En fait, ma mère est tombée malade tout de suite après ma naissance. Donc, c'est la première fois qu'elle est tombée malade, qu'elle a eu un épisode de problème en santé mentale. Puis, tu sais, je rentre pas dans les détails de ce qu'elle a vécu, mais ta maman n'était pas dépressive avant ta naissance. Pas du tout, mais je pense que comme toute bonne femme qui ne s'écoute pas dans la vie, hein, tu sais, c'était une femme qui travaillait, qui avait sa carrière, qui avait eu ma sœur juste avant, puis mon père était entrepreneur, travaillait vraiment beaucoup, puis tout ça, puis donc elle était épuisée. Puis bon, après ma naissance, je pense que le mélange des hormones, puis tout ça, ça a comme déclenché quelque chose. Puis dans sa famille, beaucoup de problématiques en santé mentale. Ouais. Sur, mettons, 8 enfants, je pense, ils sont 6 ou ils étaient 6 à avoir des problèmes de santé mentale. Les 2 parents en ont eu aussi. Donc, vraiment, c'était présent dans la famille. Fait que ça a été déclenché. Puis donc, c'est ça. Fait qu'il y a eu des épisodes après ça, je dirais, aux 10 ans, il y a eu des épisodes très, 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 très durs, des épisodes moins durs. Puis en ce moment, elle va bien. Tu sais, elle vit. Puis je viens d'y parler au téléphone en m'en venant ici. Ce qui est fascinant, quand on parle de maladie mentale, parce que moi aussi, dans ma famille, ma grand-mère maternelle est un peu morte de folie. Mm-hmm. Ma mère a eu 2 épisodes dans sa vie. Moi, j'en ai eu 1,5 solide. Et chez nous, on en parle de maladie mentale, mais c'est une joke. Puis toute fois, je parle à ma mère, je pense qu'elle dit toujours prends tes pilules. Ouais. Mais dès qu'on parle de maladie mentale, les gens pensent que c'est comme, c'est final bâton. Non, c'est comme, ta mère, elle va pas bien. Hein? Non, elle va bien maintenant. Ouais, c'est ça. C'est une maudite bonne passe. Puis la bonne passe, c'est-tu? Ça fait comme genre 22 ans. C'est ça va bien, c'est ça. Ouais. Fait que c'est possible que ça aille bien, là. C'est certain que c'est possible, mais tu sais, c'est sûr que ma mère, elle a une vie hypothéquée, puis elle pourra plus travailler. Ça fait, mettons, 20 ans qu'elle travaille plus, puis elle pourra plus travailler à 50 ans. C'est ça, exactement. Fait que c'est ça. Mais en même temps, je pense que moi, ce que je trouve bien, puis tu sais, on dirait que quand je le raconte, des fois, je me dis, je le pense-tu vraiment ou c'est comme une belle phrase, là? Mais tu sais, ce que j'ai comme compris, c'est que c'est comme si pour moi, de un, le fait que ma mère soit malade, ça me forçait, moi, dans la vie, à me démerder. Parce que mon père était là, on était dans une famille aisée, là, tu sais, une famille moyenne aisée, là, tu sais. Ça allait bien, on manquait pas d'argent, mais on n'était pas riches non plus, mais tu sais, on n'avait pas ce problème-là, disons. Fait que, tu sais, famille quand même soudée, quand même unie. Mais sauf que moi, il fallait qu'à un moment donné, tu sais, ma sœur n'habitait plus chez nous dans ces épisodes-là. Fait que, tu sais, il fallait quand même qu'à un moment donné, la maison soit propre. Puis je faisais du ménage, puis je préparais des chèques d'hydro pour mon père, puis ça. Fait qu'on dirait que je suis devenu producteur, tu sais. À ce moment-là, je suis comme devenu l'organisateur en chef parce que j'avais ça en moi. Mais ça, pour moi, c'est comme un élément bénéfique, finalement, qui est arrivé, tu sais. C'est un impact bénéfique de ce qui s'est passé dans notre famille, finalement. Puis, ultimement, je pense que aussi je suis devenu une personne plus sensible, une personne peut-être plus humaine aussi à cause de ça, puis une personne aussi qui s'écoute plus, tu sais. Parce que malgré le fait que j'ai un horaire de fou, malgré le fait que je travaille comme un malade, que je peux ne pas manger à des horaires normaux, ben je m'écoute quand même. Puis la journée où je sens que je suis fatigué, puis que là, c'est le temps que je tire la plug, je tire la plug. Puis ça se peut que le matin, là, personne ne va pouvoir me rejoindre, je vais dormir. Puis après ça, je retournerai mes messages à 10 heures. T'sais. As-tu vécu ça? Moi, je me rappelle de moments où, où c'était autour de ma mère de moins bien aller. Puis d'avoir des discussions avec elle. Mm-hmm. Puis c'est particulier parce que quand t'es plus jeune, t'es pas le parent de ton parent. Là, on est loin de là, mais pareil. Mais c'est un peu ça. J'ai eu des contacts avec ma mère que probablement d'autres enfants n'ont pas eu. Fait que je peux même pas être fâché contre cette maladie-là. On va appeler ça une maladie parce qu'il y a plein de terminologies qu'on pourrait utiliser. Moi, disons maladie. Il y a eu des contacts que j'ai eu avec elle qui ont fait qu'on a connecté, elle et moi, sur des affaires que j'aurais jamais connecté avec ma mère si ma mère avait pas été en dépression à un moment donné dans sa vie. Là. Comme quoi? Ben, je me rappelle des moments où je la brassais. Ouais. Puis, c'est pas la job d'un enfant de brasser sa mère, mais je brassais ma mère. Et tout le monde disait, brasse-la pas. Non. Moi, mon instinct, c'est de brasser. Oui, mais je suis d'accord. Puis, puis avec mon père, on faisait une équipe, puis pendant cette courte période-là, on a brassé. Allô, maman, je sais que t'écoutes. Puis, par après, tu fais, c'est que je suis content de l'avoir brassée. Parce qu'à ça, je la vois, puis elle était dans des années où, fait qu'on l'a poussée à démissionner, puis à partir, puis lâche la petite job, c'est rien du maudit cash. Ouais. Et je veux dire, ma mère est devenue la méga bénévole, la fille heureuse, elle a explosé, puis est devenue un bouquet de fleurs, là, parce que c'était la compagnie qui, tu sais, là, c'est fou le capitalisme, ce qu'il peut faire sur des individus. Moi, chez nous, c'était ça. Toi, ça a-tu créé un lien
En quoi ça a créé un lien différent avec ta mère? Ma mère, je suis extrêmement proche de ma mère, puis j'étais déjà proche, mais évidemment, ça a cristallisé quelque chose, puis même chose que toi, tu sais, c'est que je l'ai vu dans des états pas possibles, je l'ai visité à l'hôpital psychiatrique dans des états pas possibles. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'as vu ta mère dans tous les états possibles, fait que c'est sûr que ça peut juste te rapprocher. En fait, je pense que dans la vie, soit que ça te rapproche ou ça t'éloigne, puis genre tu pars en courant. Oui, je comprends. Déjà, je pense c'est compréhensible que des gens aient peur. Oui, exactement. C'est pas dans le jugement. Ça. Mais ultimement, moi, je suis vraiment content que la famille est restée soudée, puis ça a fait en sorte que ma maman... Mais à certaines occasions, je pense que c'est comme si à l'intérieur de moi, c'est un peu ma fille, tu sais, des fois. Mm-hmm. Puis je pense que ça y tape bien gros scénaire. Parce que comme tu me bosses tout le temps, tu me dis toujours quoi faire, puis ça, mais c'est comme, je sais pas, c'est comme un réflexe. Puis en même temps, je suis un petit boss de bécosse dans la vie aussi, là. Mais tu sais, je vais arriver chez mes parents, puis là, je suis comme, ah ouais, t'as fait ça, pourquoi? Ah oui, ce cadre-là, ah oui, pourquoi? Tu sais, c'est ça. Tout côté contrôlant. Mais, vu qu'il y en a dans ta famille, est-ce que ça t'amène une crainte? Pas, en fait, c'est vraiment comme une espèce de drapeau rouge là, de faire comme, hey, fais attention le grand, mais je sens pas que j'ai ça en moi. Okay. Je sens pas que je suis pas quelqu'un de très anxieux, je suis pas quelqu'un de... je suis quand même stable émotivement, moi, dans la vie. Même que des fois, trop, là. Puis je pense aussi ça vient du fait que je suis gay, du fait que je me suis fait écœurer, du fait que ma mère était malade quand j'étais jeune, que je me faisais écœurer à cause de ça. Je pense qu'à un moment donné, tu te formes une espèce de carapace. Puis moi, c'est dur pour moi de vivre tant d'émotions. Je suis sensible. J'ai une sensibilité artistique pour être capable de sentir que ça, on est à la bonne place, que mon invité est en train de me dire ça, puis hop, c'est pas ça qu'il veut me dire, faut que je l'amène là. J'ai cette sensibilité-là, mais je suis pas un gars qui va tant pleurer, qui va tant vivre des émotions. Je suis un gars qui est un peu quand même linéaire sur le plan de l'émotion, tu comprends? Puis souvent les gens... Bonjour à ton chum. Oui, non, mais je suis intense, puis quand on fait la fête, puis je suis un peu extrémiste des fois dans certaines situations. OK, mais Jean-Philippe Dion, Party Animal avec un sombrero sur la tête, ça se peut, là. Ah ben oui, okay. Oui, c'est ça. Moi, je suis souvent, oui, je suis pas mal. Autant, en fait, je peux être assis, puis comme attendre que la soirée finisse parce que j'ai le goût de me coucher, autant je suis celui debout sur la table, puis on commande 10 nouvelles bouteilles de vin. Là, parce que tu peux faire premier de classe. Oui, ben beaucoup. C'est sûr que c'est ça mon image, mais tu sais, mon cercle intime, c'est ta belle-mère, elle doit être contente d'être ta belle-mère. Ben, c'est sûr, la belle-mère de Jean-Philippe Dion, que deviens, toi. Non, mais c'est ça, c'est sûr que j'ai le côté gendre idéal. T'es propre. Je suis propre de ma personne, puis j'ai une petite coupe de cheveux, puis tout ça. Mais hey, toi puis Gino, vous faisiez une belle image. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est ça. Je suis quand même quelqu'un qui a une tête forte, un caractère, puis les gens autour de moi savent que c'est ça. Il y a d'autres choses. Mais de là, l'équilibre. Oui. Il faut que la strap débarque par bout. Puis elle débarque solide certaines fois. Puis j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre. Puis là, je suis comme dans une période de ma vie où je sens que j'ai comme vécu ce que j'avais à vivre un peu partout. Je suis comme juste dans une période où ça va bien. Je fais de la place pour d'autres choses dans ma vie, je suis en train d'ouvrir d'autres affaires. C'est comme, je suis comme juste à la bonne place, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, je suis heureux, tout va bien. Le gars, il dit, moi, j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre. Ça fait 17 ans qu'il était avec le même gars. Oui, mais sauf que avant ça, j'ai vécu aussi, puis c'est ça. Fait que, ouais, exact. Moi, ce qui m'a fasciné, tu parles de ton chum, très ouvertement, librement, sans problème. C'est bien OK. Mais t'es un des rares personnages publics qui a, j'ai ce mot-là, je vais dire, avoué son homosexualité comme si c'était un crime calvaire. Mais tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est un peu de même aussi, il faut avouer ça en public. Puis que ça n'a pas été une news. Puis c'était comme, oui, yeah, right, and OK. Puis t'es pas devenu porte-étendard de tout temps, à l'occasion, régulièrement, défendant patente. T'es, je pense, dans la première génération des gays qui passent la gratte pour les kids qui poussent par en arrière puis qui font comme, ah ouais, moi, je vais peut-être porter une jupe pour aller à l'école. Puis on voit, il y a des changements de société présentement à vitesse grand V. Est-ce que t'es conscient que des gars comme toi peuvent mettre dans la colonne de leur « Hey, j'ai contribué à ça, par le simple fait que t'en as jamais fait une histoire. Mais moi, en fait, je me suis toujours dit, je veux être un modèle parce que moi, j'en cherchais des modèles quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, j'ai le devoir d'en parler puis de m'exprimer là-dessus, puis c'est important. Mais en même temps, je me suis toujours fait un devoir que je ne sois pas qu'un gay.
Tu sais, moi, ma sexualité... Parce qu'un hétéro n'est pas qu'un hétéro. Ben non, mais c'est ça. Moi, ma sexualité, là, je la vis chez nous, puis je la vis avec le monde que j'ai envie de la vivre, mais c'est pas un élément public pour moi, là. Tu sais, je suis pas obligé de me promener avec des chaps dans la rue Sainte-Catherine dans le défilé de la fierté gay. Tu comprends? Ouais, tu m'imagines? Ouais, avec des pompons, ça serait surprenant quand des même. Pompons cheerleaders en même temps. Non, mais tu comprends, tu sais, c'est comme, j'ai le droit de vivre ma sexualité de la façon que je veux, mais chez nous, puis ça me regarde, puis après ça, le personnage public que je présente, parce que évidemment, on est tous un personnage public en public, là, tu sais, on n'est pas exactement tout à fait ce qu'on est non plus dans notre vie privée, mais le personnage public, c'est ce que je suis publiquement, ben c'est un gars qui fait de la télé, c'est un gars qui a des passions, c'est un gars qui prône l'ouverture, c'est un gars qui est sensible aux maladies mentales, tu sais. Ouais, mais moi, je me rappelle, en ouverture, on a dit... t'as été comme parachuté à Salut Bonjour. Peu de métier, début de carrière. Fait que, logiquement, tu devais marcher les fesses serrées en disant, mon Dieu, il faut que je prenne mon expérience. Puis, dans les premiers reportages, quand tu parlais, tu lâches fluidement, oui, puis là, genre, j'étais là avec mon chum. C'est ça. Comme calvaire. Plein de gens roulent dans l'industrie, puis ils se disent, je vais pas parler de ça, ça va tuer ma carrière. Puis tout, t'arrives là, puis... Non, mais ben, en fait, c'est que, tu sais, au début, les premières entrevues que j'ai commencé à accorder, puis on me posait des questions, puis j'étais tout le temps un peu flou, puis oui, je suis en couple, mais tu sais, je disais pas avec qui, mais ça a duré comme 1 an, peut-être 1 an et demi, puis à un moment donné, j'étais comme, hey, pour vrai, c'est une joke, là, je vais-tu vraiment comme me cacher de qui je suis, puis j'ai commencé à le dire comme ça, puis en fait, la meilleure affaire, c'est que j'ai commencé à le dire quand j'étais pas connu. Tu comprends? J'étais pas une vedette, j'étais pas une personnalité publique. J'étais chroniqueur à Salut Bonjour. Oui, les gens me reconnaissaient peut-être un petit peu, mais tu sais, c'était pas tant que ça. Puis, fait que ça a juste comme, ça s'est installé. Puis après ça, quand je suis devenu un peu plus connu, ben là, j'ai continué à en parler. Fait qu'il n'y a jamais eu l'espèce de, il fait un coming out, puis c'est donc important. Puis je pense que ça a été la meilleure façon de faire, tu sais. Sors du catalogue. Non, mais c'est ça, je trouve ça complètement ridicule, là. Puis en fait, moi, c'est ça aussi. Je suis un peu dans la vie de no bullshit. Puis ça peut-tu être simple? T'sais, ça peut-tu ne pas être compliqué? T'sais, moi, j'haïs les choses compliquées, j'haïs le monde compliqué. T'sais, ça peut-tu juste être simple? Puis moi, c'est ça aussi, là, mais en même temps, tu me verras pas faire la 1 du 7 jours avec mon chum. Ça, j'ai pas envie. T'sais. Puis moi, j'ai fait depuis le début de ma carrière des émissions où je demande aux gens de se dévoiler, de se raconter, mais je leur donne après ça la limite. T'sais. S'ils veulent aller jusque-là, ben, je vais m'arrêter là. T'sais, je vais peut-être m'essayer un petit pas de plus, mais s'ils me ramènent, ben, ils me ramènent puis j'arrête là. Puis moi, ma limite, c'est que je ne ferai pas de photos publiquement avec mon chum. Pas parce que j'ai honte de lui, pas parce que je l'aime pas, mais juste parce que moi, c'est ça ma limite. T'sais. J'ai pas besoin de ça. Puis on m'a déjà... Pas de photos de magazine, mais quiconque google un peu va trouver des photos de vous. Mais j'ai attendu genre 15 ans avant de faire un tapis rouge avec lui. Parce que je me disais, à partir du moment où on va faire un tapis rouge puis qu'il va y avoir une photo publique, ça ne nous appartiendra plus. Là, aussitôt qu'on va dire comme défilé de la fierté gay cette semaine à Montréal, on va mettre cette photo-là. Alors décapotable. C'est ça, mais tu sais que moi, j'ai pas demandé qu'on mette cette photo-là, tu comprends? Fait le contrôlant en moi, qui connaît un peu la game médiatique, a retenu ça longtemps. Puis à un moment donné, j'ai compris que pour mon chum, c'était un peu poche aussi de tenir mon manteau pendant que je faisais une photo sur un tapis rouge. C'est ça. Fait que là, on a commencé à en faire ensemble, mais en même temps, je cours pas les tapis rouges, fait qu'on fait pas... puis surtout en ce moment, il y en a pas beaucoup. Parce qu'il voulait pas passer pour le Jean-Philippe de Julie à l'époque, le teneur de souliers. Exactement. Moi, je tiens le manteau, c'est ça que je fais dans la vie. Dans les affaires un peu folles que tu as vécues dans ta vie, tu as suivi Céline pendant un bout. Mais tu sais, quel log de vie, puis clairement, ta vie, tu l'as dit, les planètes se sont alignées à quelques occasions. Raconte pour ceux qui ne savent pas comment Céline est débarquée dans ta vie. Mais tu sais, moi, là, dans ma vie, le train passe, je saute dedans puis j'embarque. Il faut. Mais j'ai peur, là. Puis souvent, j'ai peur de m'écorcher les genoux parce que je vais sauter à côté ou parce que je vais tomber en bas, tu sais. Fait que tu sautes dedans puis tu pleures après. C'est ça, exactement. Puis là, je me dis, pourquoi j'ai fait ça? Mais ça a été ça dans toute ma vie. Ça a été ça à Salut Bonjour. Ça a été ça à... Tu sais, Salut Bonjour, là, juste pour revenir avant Céline. Salut Bonjour. Là, j'ai arrêté, je sais pas si tu t'en souviens, mais parce que Julie Snyder a annoncé en direct à Salut Bonjour que je m'en allais animer la quotidienne. Oui. C'était pas signé, là. Tu comprends? Elle a annoncé
à Salut Bonjour que je m'en allais faire ça. Puis c'était pas, je ne le savais pas, moi, qu'elle faisait ça, là. Fait que j'ai appris que ça s'était confirmé en direct à Salut Bonjour, alors que ça faisait à peine une année et demie que j'étais arrivé, que je commençais à m'installer puis à trouver que j'étais à l'aise puis que je regardais le voyant rouge au bon moment. T'sais. Là, tout de suite, Star Academy est arrivé. Oh, tabarouette, OK, parfait. T'sais. Fait que dans ma vie, ça a toujours été un peu trop vite comme ça. Puis avec Céline, l'histoire que j'aime toujours raconter, c'est que... Non, mais elle est bonne, là. C'est une bonne histoire. C'est une bonne histoire, mais j'ai dit non au départ, parce que j'avais trop peur, moi, de décevoir Julie Snyder. Puis j'avais peur que finalement, elle soit pas contente de moi puis qu'elle soit pas satisfaite. Puis je me disais, hey, je commence dans mon métier, là, t'as pas le goût de décevoir cette femme-là. Parce que qu'est-ce qu'elle t'a proposé? Elle m'a proposé, en fait, de partir à Las Vegas avec elle pour aller faire le DVD A New Day. Fait que donc, je partais 1 mois à Vegas pour aller booker les entrevues pour elle avec comme les différents intervenants du DVD, trouver les fans les plus fous de la planète, les gens qui aiment le plus Céline d'un peu partout, les faire venir à Las Vegas pour le DVD. Fait que là, moi, j'ai dit non. Tu sais, j'ai dit non. Finalement, il y a quelqu'un qui m'a rappelé de sa compagnie puis qui m'a dit, garde, Julie veut que ce soit toi. Elle a entendu parler de toi, elle veut que ce soit toi. Qu'est-ce que ça va prendre pour que tu dises oui? J'ai dit, je parle pas anglais. Fait que qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'sais? Elle dit, fait que là, elle me rappelait, elle dit, Julie a dit, embauche-toi quelqu'un qui parle anglais. Bon, c'est simple de même. Tu t'es embauché un interprète, mon part. Je me suis embauché une collègue, Nadia, recherchiste, qui, elle, était complètement bilingue. Puis on est partis ensemble, puis on a fait la job ensemble. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme chef recherchiste, puis Nadia travaillait avec moi. Fait que j'ai l'idée ce projet-là, puis finalement, ça s'est bien passé. Puis là, de petit en petit, j'ai commencé à travailler sur d'autres projets de Céline. J'ai fait des lancements d'albums. De petit en petit. Puis finalement, non, mais c'est vrai, mais... Ben oui! Non, mais c'était comme, tu sais, c'était Julie qui était la grande productrice, ou Stéphane Laporte, ou Jean Lamoureux. Tu sais, moi, j'étais dans l'équipe en arrière, puis je faisais arriver les patentes, puis je m'assurais que tout le monde soit heureux. Mais tu acceptais que tu sois là, ça veut dire que tu devais faire une bonne job. Mais pour vrai, j'ai des histoires incroyables. Tu sais, genre, je me souviens d'une fois, on était en train de faire le packaging du DVD A New Day, donc de Céline à Las Vegas. On travaillait avec Sidley à Montréal. Là, Julie, on était, mettons, il est 3h l'après-midi. Julie, elle me dit, il faudrait vraiment que René approuve, tu sais, la pochette du DVD, tu sais. Fait que j'ai dit, on peut l'envoyer, tu sais, par Internet, là, par courriel. Elle dit, non, tu sais, ce serait mieux que tu y présentes en vrai. J'ai dit, OK, mais c'est parce que le deadline, c'est comme ce soir. Elle dit, parfait. On va le voir. Ouais. OK, mais c'est parce qu'il est aux États-Unis. C'est ça. Achète-toi un billet. Ah, parfait. Fait que je suis parti avec mon petit sac à dos, puis le boîtier de pochette, puis tout ça. Puis là, je suis arrivé à Chicago. J'ai appelé l'adjointe de René. Là, elle m'a dit, il est dans tel restaurant, tel steakhouse avec le président de Sony USA. On va y aller. Dit, je peux-tu y aller? Ah, oui, parfait. Il y a un chauffeur qui va te chercher à l'aéroport. Fait qu'il y a un chauffeur qui est arrivé. J'ai embarqué dans la limousine. Je suis parti au restaurant, au steakhouse. Je suis arrivé avec mon rouleau de trucs à présenter à René. Il était comme, hey, pour vrai, là, tu sais, comme, j'essaie de faire sa voix, ça marche pas. Non. Mais, genre, mange, là, puis on checkera ça après. Fait que, tu sais, il m'a commandé des steaks, c'est ça. Il m'a commandé des steaks, puis ça, j'étais avec le président de Sony USA. Je sais pas de quoi il parlait, mais là, ils ont arrêté de parler. Julie m'a dit, j'ai fait faire aussi des plans pour son poulailler. Pour Noël, je vais leur faire un poulailler. Fait que, peux-tu approuver? Fait que là, j'étais comme, oui, puis René, c'est parce que je voudrais te présenter aussi le plan du poulailler. Avec le président de Sony. Puis moi, j'ai ma valise à côté de moi, à côté de ma banquette, puis les plans. Puis là, un moment donné, il a fait comme, tout est beau. Fait que j'ai fait, parfait, bye-bye. Il a pris la poule et l'enveloppe. Il a pris les exactement. Fait que, tu sais, mais c'est toutes des histoires de même, tu sais, que j'ai vécu de René qui nous demande, on est en Afrique du Sud, on fait la tournée mondiale de Céline pour le DVD autour du monde. Puis là, tu sais, il est comme, à soir, ça serait bon d'avoir une shot d'hélicoptère dans le vignoble en Afrique du Sud. Parfait. Tu sais, fait que là, j'étais comme, sacrifice, comment je trouve ça? Moi, je suis en Afrique du Sud, dans le fin fond d'un vignoble. On n'a même pas de réseau cellulaire, mais let's go. J'ai vu l'hélicoptère de la police. Fait que je suis allé demander à la police, avec mon anglais approximatif, si on pouvait pas faire monter un caméraman dans l'hélicoptère parce que René voulait avoir des shots. Mais t'aurais appelé Patrick Bruel s'il revenait avec son hélicoptère. C'est ça, puis mes branches de sapin. Exactement. Mais quel personnage, René, quand même. Tout le monde qui a eu à côtoyer cet homme-là. Immense. Un homme immense. Un homme qui aurait décroché la Lune et toutes les planètes pour que Céline rayonne. Un homme aussi qui a fait que le Québec a arrêté de se prendre juste pour un petit Québec, là, qui nous a permis de rêver grand. Là, ouais. Et qui même, alors que Céline avait la plus grosse carrière à travers le monde, lisait tous les hebdos québécois. C'est fou. Puis t'avais pas le droit de parler contre Céline. Parce que là, c'est comme... Non, il protégeait son artiste extraordinaire. Il faisait sa job, il faisait sa job de gérant. C'était incroyable, cet homme-là. Là. Fait que ça veut dire que en faisant ce genre de job-là, automatiquement, t'as la chance inouïe de te rapprocher des humains.
Ça veut dire, tu sais, manger du pâté chinois, puis jaser, puis prendre un verre de lait, puis... Mais en même temps, en fait, pendant un certain temps, j'étais plus près de René. Tu sais, Céline, c'est pas mon amie, là, tu comprends? Elle texte pas le matin, ben, pas pantoute. Puis, tu sais, pendant certaines années, à cause de mon métier, j'étais très près d'eux, puis tu sais, j'avais accès au petit cercle, mais en même temps, c'est pas une amie, puis elle a toujours été super gentille. Puis tu sais, je me rappelle d'ailleurs, à Salut Bonjour, tu vois, j'étais chroniqueur, puis Céline faisait la première de son 2e show à Las Vegas, tu sais. Puis là, j'étais parti parce que Salut Bonjour m'avait envoyé faire comme couvrir ce spectacle-là, faire des directs, puis ça pour TVA. Puis après le show, Céline n'accordait pas d'entrevue one-on-one. Elle en a accordé une seule, puis c'était à moi, parce que j'avais travaillé les années avant sur les DVD, puis là, il avait voulu me dire merci. Fait que la seule entrevue, tu sais, j'étais dans les coulisses avec Oprah, avec comme tous les plus grands animateurs américains qui étaient tous là dans le green room, qui avaient accès à Céline, tu sais, pour y jaser, mais qui n'avaient pas d'entrevue. Puis Céline a fait l'entrevue avec la petite télé québécoise. I'm gonna talk to that guy, come here. TVA, là, tu sais, mais c'est ça. Mais j'ai fait cette entrevue-là, puis tu sais, c'est des chances incroyables qui m'ont donné d'envie, mais parce que j'avais travaillé fort, puis René il m'avait vu arriver avec les plans du poulailler à Chicago, puis aller y présenter ça, puis tout ça. Fait que c'était une façon de remercier. Tu regardes Gino, je te l'avais dit que t'as pas d'affaire à ta nouvelle. Hein? Exactement. Ouais. Pour le gars qui pensait pas nécessairement devenir animateur, faire ça comme métier, t'as eu la chance ultime d'animer des galas. Ouais. Mais dans la colonne, ça se peut pas. C'est là. Ouais, mais tu sais, ça, là, la vraie histoire là, du gala artiste, là, c'est que, puis tu sais, j'ai le goût de le dire juste pour montrer aux gens que c'est qu'ils ont fait le tour de tout le monde, personne ne voulait cette année-là. Mais c'est sûr que c'est ça. Tu comprends? Pourquoi non, je te le dis parce que je t'ai vu le dire ailleurs. Ouais, mais je suis sûr que c'est ça. Moi, je suis sûr qu'on amène les filles de la programmation de l'époque qui vont dire ben non. Non, mais pour vrai, je suis sûr qu'il y avait appelé plein de monde qui avait dit non. Puis la vraie histoire, là, c'est qu'ils m'ont appelé à TVA pour me dire Jean-Philippe, veux-tu produire le gala? T'sais, c'est ça qu'ils m'ont demandé. Puis j'ai dit non. Ça m'intéresse pas. Je produis des émissions. Non, mais pour vrai, j'ai comme, qu'est-ce que ça me donne? Moi, je produis la vraie nature, j'anime mon show. pourquoi j'irais produire le gala artiste? Puis, tu sais, j'avais produit. Ce que les gens sachent, là, mais un gala, c'est un paquet de C'est la pire affaire à produire. Là. C'est 1 an de travail pour 2 heures de TV. Exact. Et s'assurer que le lendemain, tu te fais planter parce que tu as fait un show de marde et que tu as juste fait des malheureux. Ouais. Non, mais c'est ça pareil, accepter de faire un gala. C'est politique, il faut que tu fasses plaisir à tout le monde. Puis bon. Fait que, tu sais, ils m'ont proposé donc de produire. J'ai dit non. Puis là, ils m'ont dit parfait, bye-bye. Ça a raccroché. 2-3 semaines plus tard, le téléphone a sonné. Puis là, ils m'ont dit OK, mais si on te propose de l'animer, est-ce que tu le produis? T'sais? Parce que moi, ma valeur ajoutée dans la vie, là, c'est d'être producteur de mes shows. Oui. Puis ça, il y en a moins que des gens qui veulent animer. Tu comprends? Des gens qui veulent animer, il y en a plein. Oui. Mais des animateurs qui veulent produire, il n'y en a pas tant que ça. Pas tant. Donc, c'est ça ma valeur. Que les stations de télé maintenant ne produisent plus, alors ils cherchent de bonnes maisons de production qui vont leur faire des bons shows. C'est ça, ou qui vont avoir des idées, qui vont être producteurs au contenu, puis ça. Puis donc, moi, c'est ça que j'ai compris aussi rapidement dans ma carrière, que c'était ça ma valeur ajoutée. Je suis pas le meilleur animateur, mais je suis celui qui peut te faire arriver le projet, par exemple. T'sais. Fait que donc, c'est ça. Fait que finalement, je suis arrivé là avec Marie-Pierre, puis on a fait le gala ensemble, puis ça a été formidable cette première année-là. On a eu ben du fun, ça a été très drôle, puis c'est ça. Puis après ça, on l'a fait une deuxième année qui a été pour nous beaucoup plus dure. Là. Humainement, c'était très difficile, ce deuxième gala-là, puis on n'était pas prêts, il y avait plein d'affaires qui fonctionnaient pas, puis tout ça. Fait que je suis un peu resté sur ma faim par rapport au gala, parce que le troisième a été annulé à cause de la pandémie, tu sais. Donc, je ne l'aurais pas vécu. Puis ce troisième-là, pour moi, ça en allait pour être vraiment l'équivalent de notre premier qu'on avait vécu. On avait des bonnes idées, on avait une super équipe en place, ça allait bien, tu sais. Mais le producteur en toi entourait bien l'animateur que tu es pour faire un bon show. Oui, mais tu sais, les galas sont arrivés aussi dans une place dans ma carrière où j'ai compris que, tu sais, moi, le problème souvent comme animateur, c'est que je m'oublie comme animateur. T'sais. Jusqu'à la dernière minute sur Accès Illimité, par exemple, je pouvais être à 2 minutes d'aller interviewer Céline ou Louis-José Hood, puis j'étais au téléphone en train de régler des problèmes au montage au lieu de me concentrer sur mes questions. T'sais. Mais c'est ça. Sauf qu'en même temps, à un moment donné, tu comprends que tout est dans tout. Puis, moi, je me disais tout le temps, un jour, j'aimerais ça aller donner des conférences ou des ateliers en communication dans les universités. Moi, je suis jamais allé à l'université en com, mais j'aimerais ça y aller un jour pour leur dire, tu sais,
ce que vous imaginez là, que votre métier va être, là, ben dites-vous que c'est pas ça qui va arriver. Non. Ça va être bien pire. Ça va être bien plus dur. Puis jamais tu vas concevoir une émission avec du temps, puis des ressources, puis de l'argent, puis assez de monde. Ça n'arrive pas. T'es tout le temps dans le chaos. Parce que comme animateur, on rêve d'avoir de bons producteurs. Et quand on est son propre producteur, moi, je m'autoproduis depuis 1000 ans. Puis, exemple, à chaque année, on va à Las Vegas tourner des reportages pour le CES. Ouais. Et en 3 jours, on tourne 100 topos. Ça n'a pas de bon sens. Si tu m'offres ça comme producteur, je t'envoie chier. C'est sûr. Mais je suis mon producteur. Fait que c'est moi, dans ma bipolarité, qui, comme producteur, dit à l'animateur, ferme ta gueule, fais 100 topos. C'est ça. Mais c'est impossible. Puis à chaque année, mon équipe fait, on va vraiment faire ça. Puis là, c'est le producteur qui est craint. Oui, on va le faire. Là, on part en équipe de feu. Mais pendant ces 3 journées-là, moi, l'humain François animateur, je vais mourir. Mais non, mais ça n'a pas de bon sens. Puis tu dis, c'est la dernière année que je vais faire ça, j'en veux plus de ça, je veux plus faire ça. Clairement. T'es quel genre de boss, toi? Je suis un bien meilleur boss que je l'étais. OK. Assurément. Pourquoi? Mais j'étais beaucoup trop exigeant au début envers les autres. Puis, tu sais, je pense que j'ai jamais été le gars le plus à l'aise dans les ressources humaines, tu sais. Ouais. Puis c'est Mitsu, à un moment donné, quand j'ai animé à la radio avec elle, qui m'a dit, tu sais, Jean-Philippe, les humains ne sont pas des robots. Puis j'ai fait, hey, t'as tellement raison, tu sais, parce que moi, dans ma tête, je peux pas comprendre pourquoi tu comprends pas ce que je te demande, tu sais. Parce que pour moi, c'est bien clair, là. Mais tu sais, la personne, son cerveau fonctionne pas nécessairement comme le mien. Fait que ça se peut qu'il faut que j'y explique d'une autre façon pour arriver à la même place. Puis c'est pas parce qu'elle n'est pas intelligente, c'est juste parce que son cerveau n'est pas fait de la même façon. Mais ça, moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. De, tu sais, voyons, pourquoi ça marche pas? Pourquoi c'est pas ça? Pourquoi, tu sais? Fait que c'est ça. Mais ça, j'ai beaucoup changé ça. Puis je pense qu'aujourd'hui, de un, parce que aussi, j'ai vieilli. Je suis beaucoup plus à l'aise dans ce que je fais, dans ce que je suis, dans comment où je veux m'en aller. Puis il y a une certaine aussi assurance qui se développe avec les années, parce qu'à un moment donné, si tes choses vont bien, tu te dis, OK, je peux quand même m'asseoir un petit peu là, quand même là-dessus. Ouais. Pas trop, mais un petit peu. Fait que c'est ça. Fait que je pense que je suis plus agréable comme boss. Bon, là, en terminant, l'affaire que je comprends pas. Oh, parfait. Puis on se parle de producteur à producteur, puis le monde n'écoute plus. Okay. Fermez vos YouTube, puis vos Spotify et compagnie. Là, tu produis et animes le show dans le chalet qui roule à plein. La COVID arrive, puis la COVID, ça va pas durer 1000 ans. Là. Vous avez vendu là, ce petit chalet. C'est pas à moi, le chalet. Ben non, mais vous l'avez, il était loué. Il était acheté. Mais pas par moi, par le président de la compagnie. Ah, puis c'est lui qui a voulu le vendre. Pourquoi tu l'as pas acheté, ici? Ben parce que je suis pas assez riche. T'aurais dû m'appeler tabarnak. Puis on l'aurait mis sur Airbnb. Je sais bien. C'est le chalet. Je sais. L'émission. Arrête. 20 000 piastres par nuit, tabarnak. Arrête, je sais. Puis là, on aurait eu la calice de chaloupe après. Je sais. J'avais envie de pleurer. Ouais, ben j'ai pleuré. T'as dû pleurer. Non, mais pour vrai. Ouais. Non, mais pour vrai, ça a été un gros deuil parce que ça s'est passé, cette transaction-là, peut-être au mois de février à peu près. Mars, ouais. Puis, pour vrai, j'étais très fâché de tout ça. Mais ça s'est trop passé vite avec la COVID. Ah ouais, avec, écoute, là, il fallait décider si on revenait ou pas avec l'émission. Là, ça ne pouvait pas de revenir. Star Academy partait comme c'était une période qui n'avait pas de bon sens. J'étais dans le gala artiste qu'on ne savait pas si c'était pour être annulé. Je ne savais pas si j'étais pour avoir de la job non plus cette année, parce que je ne savais pas si Star Academy était pour être annulé. Le gala artiste, la vraie nature. Fait qu'à un moment donné, je ne savais pas. Fait que c'est ça. Fait que là, avant qu'on ait une autre édition, parce que TVA vont t'en recommander, là, ils vont en vouloir. On est là-dedans en ce moment. Sauf qu'attends, c'est parce que là, t'es pas un très bon agent immobilier. Là. Ça t'a pris combien de temps de trouver ta maison pour faire ton Star Academy? Là? Mais attends, là, c'est parce que c'est ça. Il a fallu que je trouve le chalet de la vraie nature, la maison de Star Academy. Non, mais le chalet, t'as-tu trouvé un nouveau... Star Academy est réglé. Puis t'as trouvé un nouveau chalet? Non, mais le nouveau chalet, je suis là-dedans en ce moment. Okay. Non, mais attends, une affaire à fois. OK, parfait. Mais là, le Star Act, ça a pris combien de mois? Star Act, ça a pris comme 4 mois à trouver. À peu près. On a visité 35 maisons avant de trouver la T'es bonne. bien piqué. Ben oui, mais il faut que ça soit la bonne affaire. Il faut que ce soit vraiment parfait. Fait que quand on va regarder, là, on va pouvoir te juger. Là, on va dire ça, c'est parfait. Non, mais c'est un manoir. C'est un manoir formidable. Puis tu sais, moi, tous mes shows, j'ai fait dans le canton de l'Est. Parce que je suis un gars qui vient de là. Born and raised Granby. Fait que là, c'est comme... On a fait Star Academy en 2012 à Fredericksburg dans le canton de l'Est. On a fait La vraie nature à Lac-Brome dans le canton de l'Est.
On fait Star Academy à Waterloo, dans les cantons de l'Est. C'est ça, cachet de tourisme machin? Même pas. Puis la vraie nature, je visite demain au samedi. Là, on est là jeudi. où on est, ouais. Je visite pour une place d'un canton de l'Est, pour la vraie nature. Avec un petit bout d'eau, avec un potentiel de chalut. Pauvre agent d'immeuble. Fait que là, on cherche de quoi d'un peu vintage, un peu tout croche, avec non, mais quai. c'est un terrain. Ah, tu partiras ça from scratch. Tu vas-tu ramasser une maison des arpents verts achetée ailleurs que tu vas transférer sur... Je sais pas, là, je suis comme dans un mode où j'ai le goût de construire quelque chose pour la vraie nature. Bon, peut-être que je suis dans ma bipolarité en ce moment, mais j'ai comme le goût d'essayer quelque chose d'autre pour la vraie nature. Je sais pas si ça va arriver, j'ai aucune idée, mais je suis là-dedans. Là, j'ai appelé mon père, juste avant d'arriver, j'ai appelé mon père parce que mon père, c'est mon gars de repérage. Oh! Ouais, fait que là, j'appelle mon père, là, j'ai dit là, tel terrain, faut que tu ailles voir ça à telle place, à Lac-Brome, d'un canton de l'Est. C'est toi qui vas l'acheter. Puis là, c'est moi qui vais l'acheter, puis il n'y a plus personne qui va m'enlever mon chalet. Tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? Quoi? J'ai en train de m'acheter un Winnebago pour partir en tournée l'année prochaine, toute lettrée. C'est vrai? Avec le gros logo. Ben, t'es non, parfait. mais c'est parce que c'est ça la vie. Non, c'est ça. La c'est vie, ça. là, c'est de dire, moi, je take control sur rien que du cash. C'est ça. Puis, go, on s'amuse, on y va. Jean-Philippe, merci beaucoup de t'être déposé ici. Ben, on pourrait dirait que ça fait continuer 15 après. minutes Ça fait qu'on se parle. 1h03:45 My précisément. Puis le monde, ils nous écoutent en passant à balayeuse. Okay. Fait qu'après 60 minutes de balayeuse, c'est assez propre. C'est ça. Tu as assez le temps de passer à d'autres choses. Exactement. Et les gens que j'invite, c'est des gens qui, je crois que profondément vont avoir envie d'accepter de finir de la façon quétaine que je veux que ça finisse, de dire le nom du podcast. Parce que de dire le nom du podcast, c'est comme un statement en même temps. Okay. Puis les gens que je reçois devant moi ont la ferme conviction que la vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.